99.5 Montréal. Alors, c'est le temps de parler de géopolitique avec notre rendez-vous hebdomadaire du mercredi avec Philippe Labrec. Bonsoir, Monsieur Labrec. Bonsoir. Dans toute cette analyse des stratégies de conflit commercial avec les États-Unis, bien entendu, quand on parle de commerce, quand on parle d'exportation, il y a aussi le transport des marchandises qui n'est pas à négliger. On a parlé dans une chronique précédente, vous avez parlé dans une chronique précédente, qu'il fallait aussi regarder là, toutes les mesures adoptées par l'administration Trump en ce qui concerne la marine marchande. C'est de ça dont on va parler aujourd'hui, cette confrontation maritime qui pourrait être le prochain champ de bataille de la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis. Oui, exactement. Principalement parce qu'un décret qui a été signé le 9 avril dernier, qui s'intitule en anglais « Restoring America's Maritime Dominance », que je traduis librement par « Rétablir la domination maritime de l'Amérique », et qui mène à ce qu'on appelait un plan d'action maritime pour les États-Unis, là, qui, à toute fin pratique, conclut que la domination maritime chinoise est devenue sont liés entre les lignes, là, du moins, mais c'est dit assez clairement, est devenu une menace de la sécurité nationale américaine. Et on peut donner quelques chiffres là, globalement. 96% là, des navires porte-conteneurs mondialement sont fabriqués en Chine. Les États-Unis, on est en bas d'1%, là, si je ne me trompe pas. Ah, ouais. Donc, presque tous les navires marchands du monde, les navires porte-conteneurs, c'est les gros navires qu'on voit au port de Montréal ou ailleurs, ou sur photo avec des conteneurs empilés l'un par-dessus l'autre jusqu'à je ne sais pas combien de pieds ou de mètres de hauteur, là, mais c'est ces gros navires-là qui rendent à toute fin pratique la mondialisation possible, viennent à peu près tous de Chine. Les autres puissances mondiales sont peut-être la Corée du Sud et le Japon qui produisent différentes sortes de navires marchands dans une quantité, disons, suffisante pour être un joueur, là, mais les États-Unis, à toute fin pratique, ne sont plus un joueur important dans ce domaine. Et pourtant, dans les années 60, la marine marchande américaine avait à peu près 3000 navires marchands, ce qui représentait à peu près 60% du transport des marchandises mondialement. Aujourd'hui, oui. la marine marchande américaine en a à peu près que 200, là, d'après les chiffres que j'ai trouvés, là, ce qui veut dire qu'ils sont inconséquents. Ah. Et tout ça a été à la genèse, j'ai envie de dire, de ce décret-là, dans le sens où c'est pas que du commerce là, dont on parle. Le décret, bien sûr, parle de commerce, parle d'imposer, là je fais vite ici, là, mais des frais portuaires, dépendamment de l'origine de la fabrication du navire, donc on cible les navires chinois. Mais c'est aussi pour redresser un déséquilibre ou du moins un désavantage stratégique militairement parlant qui pourrait remettre en cause l'hégémonie américaine, notamment dans le Pacifique. Parce que bien sûr, les chantiers navals qui sont utilisés pour construire la flotte absolument gigantesque de marine marchande chinoise aujourd'hui servent aussi en même temps à construire ou à fabriquer des navires de guerre chinois. Donc, quand les investisseurs du monde ou les entreprises un peu partout dans le monde, notamment américaines, investissent et achètent des navires marchands en Chine, ils financent indirectement la construction et la montée en puissance, j'ai envie de dire, de la marine militaire chinoise. Et donc, tout ça prend place dans ce qu'on appelle ici, depuis quelques semaines, ou depuis que Trump est arrivé au pouvoir, je devrais dire, l'espèce de guerre commerciale. À mon avis, du moins, mon analyse, c'est que ce qu'on appelle une guerre commerciale est une guerre, point. C'est juste qu'on n'est pas venu encore à faire feu l'un sur l'autre. Mais tout semble aller vers là parce qu'on regarde derrière les politiques tarifaires, dans ce cas-ci, les politiques, le décret là, qui met en place une série de mesures qui sont, encore une fois, là, je résume, par des frais portuaires qui ont comme objectif d'empêcher les navires chinois de pouvoir être rentables d'une certaine façon et donc, par conséquent, que toute l'industrie de la marine marchande chinoise soit à peu près aussi là, peu rentable ou qui fait face à des problèmes économiques sérieux, eh bien, tout ça, en réalité, au fond, est un bras de fer stratégique et militaire qui porte mal son nom, là, du moins qu'on appelle une guerre commerciale, mais qui, à toute fin pratique, qu'on en vient à la conclusion logique de tout ça, on a de la difficulté à se dire qu'on va éviter un conflit réel. Ouais. Je le souhaite, là, je ne souhaite pas un conflit réel, j'espère qu'on l'évite, mais on voit que tous les côtés en ce moment se préparent un peu à ça sans le dire trop ouvertement. C'est impressionnant les chiffres que vous donnez parce que ça veut dire que c'est comme si la construction
navale aux États-Unis, c'est une industrie qui s'est complètement effritée et qui a perdu tout son pouvoir de production. Oui, puis on pourrait dire en Occident, là, je crois que les Pays-Bas encore, peut-être la Belgique, l'Allemagne, ou, le Royaume-Uni, là, peut-être la France aussi, ont encore des capacités de production minimes. Ouais. Mais c'est minime est le mot-clé ici. Le Canada et les États-Unis ne produisent à peu près plus de navires marchands. J'avais lu quelque part en ligne là, que les États-Unis produisent 5 navires porte-conteneurs annuellement pour à peu près, je pense, 2000 en Chine. Là. Donc, encore une fois, c'est inconséquent. Donc, c'est une industrie qui s'est affaissée presque complètement. Et ça, c'est depuis les années 60. Là, et pendant des décennies, ça ne posait pas nécessairement problème parce que la Chine n'était pas perçue comme un concurrent légitime ou qu'on peut, disons, sérieux, si je pourrais dire. Ça, c'est dit, bien sûr, ça a changé. Ça a changé dernièrement. Et une guerre qui prendrait lieu dans le Pacifique ou un conflit, là, je dis une guerre, mais un conflit armé qui prendrait place dans le Pacifique entre soit la Chine ou soit des proxys de la Chine et les États-Unis ou soit des proxys des États-Unis, serait une guerre maritime, là, comme celle le théâtre du Pacifique de la Deuxième Guerre mondiale entre le Japon et les États-Unis. C'était une guerre navale principalement. Rappelons, on l'avait déjà mentionné lors de chroniques précédentes ici même, que être un hégémon mondial aujourd'hui implique qu'on est numéro 1 en ce qui a trait à la puissance navale. La mondialisation s'est faite sur le dos de la suprématie navale américaine qui, à toute fin pratique, a sécurisé les mers et les océans du monde, ce qui a rendu le commerce mondial rentable ou facilement rentable, dans le sens où les coûts étaient relativement faibles parce que tous les coûts reliés à la sécurité étaient assumés par les États-Unis. Bien sûr, là, la Chine met ceci en jeu par sa propre domination navale en ce moment. Donc, l'industrie la construction de navires marchands, donc principalement la construction de chantiers navals, mais pas que, bien sûr, il faut former différentes personnes, non seulement dans le secteur manufacturier, là, mais il faut des gens pour opérer ces navires-là. Toute cette infrastructure a un peu disparu. Il y a peu de chantiers navals qui sont encore opérables ou opérants aux États-Unis. Et donc, il va falloir construire des chantiers, les moderniser. Et il y a aussi la question de l'équipement, les grues, là, principalement dans les ports, qui sont à peu près toutes faites en Chine et qui opèrent grâce à des logiciels chinois aussi. Et là, tout le monde se rend compte soudainement que c'est une menace absolument critique à la sécurité nationale américaine parce qu'on ne sait pas exactement qu'est-ce qui se trouve dans ces logiciels-là. On se doute que l'armée chinoise y a mis quelques éléments pour espionner. Certains disent que les Chinois pourraient bien, s'ils le veulent, éteindre tout ça de loin et donc empêcher les ports de fonctionner. C'est encore une fois catastrophe stratégique pour les États-Unis et le Canada. D'ailleurs, là, c'est les mêmes équipements. Là, on importe, nous aussi, à peu près tout notre équipement portuaire des États-Unis maintenant, de Chine, pardon. Donc, quand on met tout ça ensemble, on prend une vision globale de la chose. On comprend que le décret ici est pour redresser non seulement la faiblesse industrielle au niveau des chantiers navals américains, mais pour redresser une situation stratégique extrêmement désavantageuse pour les États-Unis et, par conséquent, pour l'Occident en entier. Là. Wow, c'est une faille que vous nous dévoilez qui nous permet de réaliser à quel point on est ultra vulnérable. On parlait dans d'autres chroniques, je pense qu'on en a parlé vous et moi aussi ensemble, mais ça fait l'objet là, de quand même pas mal l'actualité dans les dernières semaines. On parlait des avions de chasse américains qui pouvaient peut-être être désactivés à distance. Et il y avait toutes sortes de polémiques là-dessus, mais on a complètement échappé sous notre radar là, tout le secteur naval qui finalement nous pose dans la même situation de grande vulnérabilité, mais à l'endroit des Chinois plutôt qu'envers les Américains. Oui, je crois que les avions de chasse, là, les F-35 de mémoire, en fait, c'est les Américains qui peuvent le désactiver ou du moins empêcher qu'on les utilise à distance parce qu'ils contrôlent le logiciel de loin. Donc, c'est pas les Chinois, là, faut pas... Non, oui. Je ne vais pas confondre les deux. Effectivement. Mais ça, à quoi tout ça mène aussi, on en avait parlé aussi brièvement, c'est une espèce de bloc continental tarifaire parce que dans le décret, on mentionne directement de leur nom, le Canada et le Mexique, comme étant des points de transige qui sont utilisés par la Chine pour contourner les tarifs potentiels américains. Ouais. Et donc, l'effort là, qui est mis en place par le gouvernement américain par ce décret
Et c'est vraiment le gouvernement américain dans son entier. Là. Donc, tu as plusieurs départements, la défense, les affaires internationales, le commerce et le Homeland Security, là, la sécurité intérieure. Et bien sûr, le département du commerce ici et, en gros, les agents frontaliers, la douane aux États-Unis vont maintenant devoir s'assurer que tout produit passant par le Canada ou le Mexique entrant aux États-Unis, qui est potentiellement à l'origine provenant de Chine, devra avoir soit payé certains frais portuaires ou, à mon avis, logiquement parlant, on va se diriger vers un environnement où si le Canada et le Mexique n'intègrent pas cette espèce de bloc continental tarifaire mené par les États-Unis vont refuser tout produit potentiellement venant de Chine, passant par la frontière canadienne ou mexicaine, et vont forcer les produits chinois, potentiellement le peu qu'ils voudraient vraiment encore entrer aux États-Unis rendus là, mais somme toute, à passer par les ports américains pour que ceux-ci puissent être, j'ai envie de dire, imposés, là, mais du moins payer leurs frais, les frais mentionnés là, par la politique, par le décret présidentiel. Oui. Et donc, le Canada et le Mexique, mais aussi tous les autres alliés américains qui sont aussi mentionnés dans le décret, devront faire un choix. Je crois que les pays ne pourront plus avoir, j'ai envie de dire, une relation commerciale libre, indépendante avec la Chine. Appelez ça le libre-échange avec la Chine, si vous voulez. Et la même chose avec les États-Unis simultanément. Il y aura un choix à faire, tout simplement parce que les pays, notamment le Canada et le Mexique, qui auront une politique de libre-échange avec les États-Unis et la Chine, vont servir d'entremetteurs ou de ports externes pour pénétrer le marché américain, ce que les Américains ne laisseront jamais faire, parce que de toute évidence, ça nierait l'efficacité même des tarifs. Et donc, quand on parle du Canada, comme j'avais mentionné lors de chroniques précédentes, je crois que on n'aura pas vraiment le choix de s'aligner avec les États-Unis en ce qui a trait à cette politique tarifaire portuaire aussi. Là. Mais tout ça mène à une espèce d'intégration entre les États-Unis et leurs alliés, ou du moins ceux qui vont vouloir rester leurs alliés. Là. Il y a certains pays, j'imagine, qui vont devoir faire des choix. Il y en a certains qui choisiront peut-être pas de s'aligner avec les États-Unis, mais le Canada a plus ou moins choix. Et d'ailleurs, au sein du décret, là, pour ceux qui ne croient pas encore trop à l'espèce d'alignement continental qui, à mon avis, devient inévitable, le décret mentionne la construction d'une marine américaine spécifiquement pour patrouiller dans le Grand Nord. Le Grand Nord canadien, mais eux, bien sûr, appellent ça le passage nord-ouest. Ouais. Ce qui veut dire que notre frontière sud sera extrêmement surveillée au point de vue commercial, à savoir si le Canada ne voudrait pas, je ne sais pas, là, intégrer, comme j'ai dit, ce bloc continental. Les Américains, à mon avis, tôt ou tard, vont commencer à fermer la frontière aux produits potentiellement arrivant de Chine, ce qui est la grande majorité ou presque. Et en plus, vont commencer à patrouiller le passage nord-ouest avec une flotte bien à eux, qui ne sera donc pas canadienne. On va littéralement avoir des forces au sud et au nord du Canada et des contraintes des deux côtés. Là. Donc, on voit que les taux se resserrent un peu. Les États-Unis laissent de moins en moins choix à leurs alliés, notamment les plus proches comme ceux du Canada et potentiellement du Mexique. Donc, je crois que quand on lit entre les lignes de ce décret, on commence à voir la forme que prend les alliances entre les États-Unis et leurs partenaires commerciaux et militaires, bien sûr, parce que maintenant, il n'y a plus de différence ou de distinction majeure à faire entre les intérêts commerciaux, militaires et stratégiques. Tout ça, maintenant, se mélange l'un dans l'autre et ne peuvent être dissociés l'un de l'autre. Ce qui fait que, comme j'ai dit, je crois que on parle du Canada en premier lieu, là, il y a des choix là, qui vont s'imposer à nous très bientôt et aux autres partenaires économiques et alliés des États-Unis. Oui, si on revient là, à vulgariser son initiative là, sur les frais portuaires et les navires chinois, est-ce qu'il est juste de dire que finalement, il veut faire payer plus cher les navires chinois qui auraient accès aux ports américains? Donc, c'est pas seulement les marchandises qui proviennent de la Chine qui sont sujettes à des frais tarifaires, des frais douaniers, mais c'est aussi toute compagnie, par exemple canadienne, qui va faire du transport de marchandises vers les États-Unis, mais si ces marchandises sont transportées à bord de navires chinois, automatiquement, l'administration Trump veut faire payer plus cher pour carrément, simplement l'utilisation de ces navires chinois. C'est bien ça?
Oui, exactement. C'est pas nécessairement un navire chinois qui naviguerait sous pavillon Oui. chinois. Là. Si vous pourrez très bien naviguer sous un pavillon grec, par exemple, ou italien, mais le navire aurait été fabriqué et acheté en Chine. Et donc, celui-ci serait forcé de payer des redevances sur les navires construits en Chine. Donc, celui-ci paierait des redevances, même si, à la limite, on pourrait même, je ne sais pas si ça a été dit explicitement dans le document, là, mais un navire acheté en Chine qui ne transporterait pas des produits chinois pourrait quand même potentiellement toujours avoir à payer des redevances. L'objectif n'est pas seulement là, de réindustrialiser les États-Unis comme on en avait parlé précédemment. Oui. C'est de faire mal, j'ai envie de dire, au secteur de la marine marchande chinoise parce qu'on sait très bien que celui-ci ce secteur est lié très fortement à la production de navires de guerre chinois et donc qui sont une menace à la domination sur les mers et les océans américaines. Et on veut, du même coup, stimuler, et il n'y a pas que des tarifs, aussi il y a des incitatifs fiscaux et autres et d'investissements multiples qui sont mentionnés dans le document pour que le secteur aux États-Unis de fabrication, de construction de navires marchands reprenne de l'essor ou reprenne peut-être même sa position dominante ou du moins gruger les parts de marché, si on peut dire, de la Chine dans ce secteur-là, parce que tout ça est jugé comme étant critique à la sécurité nationale américaine. C'est ça qui... Je trouve qu'on doit comprendre ceci, c'est que c'est pas qu'une façon de mettre des tarifs pour rapatrier des emplois. Là. Au Canada, on pense souvent de cette façon. On veut garder les emplois au Canada. Là, on va beaucoup plus loin que la simple création ou maintenance de certains emplois. Là, c'est un combat stratégique à dire, mais un affrontement stratégique qui prend place entre les deux grandes puissances de ce monde pour savoir qui va dominer le 21e siècle. Et là, les océans et les mers, ce qui était inévitable qu'on y pense, là, mais sont devenus l'axe principal, ou du moins, à mon avis, un des grands axes de cette confrontation. C'est comme si ce que vous nous dévoilez au fil de vos chroniques, mais aussi avec cette chronique d'aujourd'hui, c'est comme si la Chine menait une guerre discrète et silencieuse depuis plusieurs décennies, tandis que là, l'administration Trump fait beaucoup d'éclat, annonce ses couleurs, dit qu'elle va réindustrialiser son pays. Donc, alors que les Américains, sous l'administration de Donald Trump, sont très expressifs, très extravertis dans leur approche, dans leur posture, dans cette revendication de reprendre le contrôle de l'économie, de l'industrialisation, du secteur de la marine marchande, par exemple. C'est un coup d'éclat, mais c'est un piège de tomber dans l'observation exclusive de ce spectacle-là américain, tandis qu'il y a quand même possiblement là, une guerre très discrète et très silencieuse, mais qui se déroule sous nos yeux, dominée par la Chine depuis plusieurs décennies. Est-ce que ma lecture est exacte? Ouais, je pense que oui. Je dirais même que les Américains sont agressifs en ce moment dans leur façon de faire. Et c'est vrai que la Chine planifie, si on peut dire, son retour en puissance sur la scène mondiale. On peut remonter aux années 80 sous Deng Xiaoping qui a voulu ajouter une touche de capitalisme à l'économie communiste chinoise dans l'objectif, pas seulement, encore une fois, de créer des emplois et d'augmenter le niveau de vie des Chinois, ce qui était bien sûr un objectif, mais un seul parmi tant d'autres. Et l'objectif principal, celui qui était supérieur hiérarchiquement à tous les autres, était bien sûr de redonner à la Chine ce qu'elle percevait comme étant sa place qui lui revenait de droit, qui était à peu près numéro 1 mondial. Il faut se rappeler que là, pendant plusieurs siècles, disons, avant la révolution industrielle au Royaume-Uni à l'époque, en Angleterre, qui a mené ensuite l'Occident à se distinguer, si on peut dire, du restant du monde en termes de production, de richesse et de puissance militaire. La Chine, pendant plusieurs siècles, était la grande puissance dominante du monde. Et par la suite, il y a eu une chute brutale. Et on peut même remonter à Mao Zedong. L'idée que la Chine devait être une des grandes puissances, sinon la grande puissance mondiale, et que ça leur revenait de nature, était déjà présente. Là. Donc, Deng Xiaoping dans les années 80 ou Xi Jinping maintenant ne font qu'acter cette perception que les Chinois ont d'eux-mêmes en tant qu'État, là, et peut-être même en tant qu'individu, en fait, là,
Et donc, toute action qui semblait être purement, j'ai envie de dire, commerciale, jusqu'à maintenant, n'était pas que commerciale. Tout le monde le savait, jusqu'à vu que la Chine, pendant longtemps, ne semblait pas être un concurrent légitime, comme j'ai dit. Il semblait être encore loin derrière. Bon, on se fermait les yeux naïvement en disant, bon, on gérera le problème dans le futur, mais on y est maintenant dans le futur, là, c'est le présent. Et donc, toutes les actions de la Chine, notamment en ce qui a trait à la marine marchande, depuis, mais aussi en ce qui a trait à l'industrialisation de la Chine, l'industrialisation massive, qui s'est fait, bien sûr, sur le dos de la désindustrialisation occidentale, était vue du côté chinois, pas d'un point de vue commercial, en se disant, bon, on va leur vendre des produits à valeur relativement basse, et eux vont ensuite, je sais pas, nous vendre des avions. Ils n'ont jamais accepté cette espèce de position un peu inférieure, mais ils étaient bien prêts à passer, par contre, par ce stade pour ensuite devenir la puissance manufacturière qu'elle est aujourd'hui. Et tout ça, encore une fois, était dans l'objectif de pouvoir, d'une façon très, disons, concrète, construire une armée qui, finalement, ou un appareil militaire, une influence diplomatique mondiale qui pourrait concurrencer celle des États-Unis et potentiellement même les détrôner, là. Donc, ils se sont servis de cette montée en puissance de leur secteur commercial pour pousser et propulser leur secteur militaire. Oui, je dirais, on avait parlé de grande stratégie ici même. Je crois que la grande stratégie chinoise a toujours été en place. Je ne dis pas que les États-Unis ou l'Occident ou les différentes puissances occidentales n'avaient pas de grande stratégie, mais il y a un certain confort qui s'est installé en Occident, même aux États-Unis, disons depuis la fin de la guerre froide au minimum, à savoir on est tellement loin en avance que, vous savez, on peut dépenser autant qu'on veut sur les programmes sociaux, on n'a pas trop besoin de se soucier de la défense non plus, les États-Unis vont le faire pour nous. La production industrielle, c'est pas très grave, qu'on la perde, qu'on l'envoie en Chine, on achètera des t-shirts pas chers, là, c'est pas plus grave que ça. Et il y a une complaisance qui s'est installée, ce qui fait que la grande stratégie des différentes puissances occidentales, disons, n'était plus pensée. On pensait en termes commerciaux, si je peux dire, en termes de politique commerciale entre les pays. Mais c'est une vision limitée, très limitée, même dangereuse de ce que sont les relations internationales. Et la Chine, elle, je crois, n'a jamais commis cette erreur. Et donc, c'est pour ça qu'eux ont toujours compris que toutes les avancées économiques qu'ils faisaient étaient même motivées par le désir de traduire tout ça, de transformer tout ça en puissance relative face aux États-Unis et à l'Occident principalement. C'est pas un hasard, là, tout ça, tandis qu'en Occident, au Canada, aux États-Unis en particulier, on a commencé à croire que la croissance économique était une fin en soi. En autant que le PIB par habitant augmentait, que notre qualité de vie, nos standards de vie augmentaient légèrement d'une année à l'autre, bien, c'était la fin en soi, c'était l'objectif ultime de toute politique d'un État, politique économique particulièrement. Comme maintenant, on se rend compte qu'en fait, c'est pas tout à fait vrai, là. Il y a des choses fondamentales qu'on a laissées de côté parce qu'on se croyait, à mon avis, faussement, tellement supérieur au restant du monde, que là, maintenant, on se fait rattraper. Je crois, en fait, là, et ça s'attache un peu au décret dont on a mentionné, mais que le déclassement occidental n'est pas pleinement intériorisé, d'ailleurs, en Occident, incluant les États-Unis, là. Pour avoir parlé à des gens qui vivent à Singapour, qui ont passé par plusieurs années en Chine, Japon, Corée, même la Thaïlande, Vietnam, on ne se rend pas compte, on a encore un peu cette idée là, qu'on est très largement technologiquement, économiquement, politiquement supérieur à ces pays-là, quand en fait, on ne l'est plus du tout. Là. Et même qu'il y a des choses qui se passent là-bas qu'ici, on ne fait pas. Là. J'avais fait la blague avec des amis, mais il y avait un trou en plein milieu de la rue Mont-Royal, ici, pas très loin. Ça fait 2 semaines qu'il y a des cônes autour et en Chine, en 100 jours, ils ont construit le plus grand tunnel de l'histoire de l'humanité. Et nous, on n'est pas capable de remplir un nid de poule au milieu de l'avenue Mont-Royal. On ne se rend pas compte à quel point l'Occident est déclassé et je crois que cette politique, ce décret présidentiel américain est extrêmement lucide. Il prend en compte exactement tout ce qui se passe en ce moment, même si c'est limité au champ maritime, et se rend compte que les États-Unis ont été déclassés, mais entièrement. Et donc, que les choses pressent et que les choses sont graves. Et il est peut-être temps que, globalement, au Canada, aux États-Unis et en Occident, on réalise qu'on n'a plus l'avantage qu'on avait avant et même qu'on est très désavantagé dans plusieurs domaines maintenant, ce qui veut dire qu'encore une fois, la sécurité nationale de différentes puissances occidentales est particulièrement menacée. Et je crois qu'on ne veut pas le voir en ce moment-là.
Bien, du moins, vos chroniques et particulièrement celles-ci nous permettent de relever la tête et de regarder plus loin dans l'horizon, regarder au-delà de notre nombril. Moi, si j'ai une image à mettre là-dessus, là, vous avez pris notre menton et vous l'avez doucement relevé pour qu'on lève les yeux de notre nombril et qu'on regarde ailleurs sur la planète. Mais Monsieur Labrec, on n'a pas terminé d'en parler de ces luttes hégémoniques entre les deux grandes puissances qui s'affrontent sous nos yeux. Monsieur Labrec, merci beaucoup. Merci à vous. Bonne fin de soirée. Marceau le soir.